Eh bien salut à vous, très chers abonnés, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'effondrement, mais sous une forme un petit peu différente, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines. En fait, je vais vous présenter ça sous la forme d'une FAQ, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, toutes pertinentes plus que les autres. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors il y a des sujets qui sont un peu plus techniques, avec lesquels je préfère pas répondre, ou je vais être assez approximatif parce que je veux pas raconter de bêtises. Et il y a d'autres sujets pour lesquels je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir, parce que c'est des choses qui sont d'actualité et puis qui me semblent vraiment pertinentes et à ma portée. Donc dans un premier temps, je vais me consacrer à tout ce qui est personnel, parce que vous avez posé plusieurs questions en lien avec l'effondrement, mais par rapport à moi, ma personne et mon entourage. Et après, j'essaierai de répondre à des choses un peu plus globales, un peu plus généralisées, toujours en lien avec l'effondrement. Alors salut dame, je suppose que tu dois être en couple ou même marié, et j'aimerais savoir si ta compagne te suit dans ta démarche de préparation, et si oui, a-t-il été facile de la convaincre? Enfin bref, comment as-tu géré la question de l'effondrement au niveau du couple? Merci. Eh ben, en fait, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me suit dans mes démarches, on va dire, transitionnelles. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas forcément de tout ce qui est à l'extérieur, le jardin et la permaculture et même la collapsologie. C'est plutôt un terrain qui l'effraie. Elle est très anxieuse à ce niveau-là, ce qui est normal, hein, c'est pas un sujet qui est facile à aborder, mais elle va adopter, on va dire, une manière de vivre plus soft, en évitant d'acheter des choses inutiles, en évitant de gaspiller les choses, hein. Sur ce plan-là, on est même d'accord, et c'est même elle, des fois, qui me remet sur le droit chemin, puisque je vais oublier de mettre un truc, admettons, à la déchetterie, ou je vais le jeter, elle me dit mais non, parce qu'on peut le récupérer. Donc en fait, on est complémentaires l'un et l'autre par rapport à ça, et on essaie de, voilà, de s'apporter mutuellement des informations, de se remettre en question dans la vie de tous les jours par rapport à cette question d'effondrement. Même si on ne l'évoque pas, on essaie surtout de transformer notre manière de vivre. On évite de parler de ce sujet parce que c'est quand même extrêmement anxiogène, tous d'accord, je pense, là-dessus, mais on essaie d'adopter un mode de vie qui est plus sain et qui nous évite de trop être dépendant de l'argent, et bien qu'on l'est toujours, hein, comme je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, je suis quelqu'un qui vit normalement. Je ne veux pas, parce que je fais des vidéos sur l'effondrement, que je vis dans une caravane ou dans une grotte avec un fusil, et puis j'essaie de faire planter mes légumes, hein. C'est pas ça, hein. Mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, j'essaie d'apporter une méthodologie et quelque chose de sensé à ma vie, et puis on essaie de le faire à deux, et notamment au niveau du couple. Donc oui, on est sur la même longueur d'onde, mais on se complète, hein. On ne fait pas les mêmes choses. Elle ne s'occupe pas de l'extérieur, elle ne s'occupe pas du jardin, elle profite du repas, elle profite des plats, et puis quand on fait la cuisine tous les deux, ce genre de choses là. Par contre, après, tout ce qui va plus être technique et ce qui va être à l'intérieur, moi je la suis, parce que c'est elle qui va trouver les bonnes astuces et ce genre de choses là. Alors bonjour, dans la lignée de la question du couple, bien que ça soit très personnel, peux-tu t'exprimer sur le désir d'avoir des enfants aujourd'hui ou non, connaissant les conditions de vie probables à venir? Question épineuse. Non, je n'ai pas d'enfant, pour l'instant je ne sais pas si j'en veux, j'en sais rien du tout. C'est une question qui est très complexe, pour des raisons personnelles, et puis notamment par rapport à l'avenir. Parce que effectivement, avoir un enfant, c'est la continuité du lien familial. On transmet quelque chose, il y a une transmission intergénérationnelle, une transmission historique, une transmission d'un patrimoine, d'une culture, de tout un tas de choses. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est globalisée, qui va très vite. Et ce qui m'effraie avec l'idée d'avoir un enfant, surtout, par-dessus tout, c'est de ne pas pouvoir lui inculquer des bonnes valeurs. Enfin, en tout cas, lui offrir ces valeurs-là, mais que cet enfant court après une chimère, parce qu'une fois qu'il sera lâché dans une école, il va se retrouver avec d'autres enfants, avec d'autres parents, avec une autre norme, on va dire, sociale, entre guillemets. Et malheureusement, il risque eh bien, d'être influencé par ce qu'il va voir, c'est-à-dire des gosses avec des tablettes, des portables, les snaps, enfin, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, la compétition aussi, puisque on vit malheureusement, en tout cas dans notre société, dans un monde qui nous pousse à nous battre les uns contre les autres.
au lieu de bâtir un truc ensemble plus ou moins solide, on a plutôt tendance à se casser les uns les autres, hein. On le voit de l'enfance jusqu'à la mort, hein. Ça fait partie de nous aussi, malheureusement. Le vice et la vertu, on peut pas être que bon dans la vie, mais on va dire que l'amener sur ce terrain-là, moi, c'est ce qui m'embête en fait, c'est de vouloir créer un être qui pourrait devenir bon et qui malheureusement risquerait d'être influencé et d'être transformé par cette société plutôt que de garder toutes les valeurs que les parents lui apportent parce qu'il serait trop happé par la société, parce qu'on est dans une société du spectacle et que dès l'enfance on nous pousse un petit peu à vouloir vivre autour de ce monde médiatisé, de ce monde virtuel, et toute la réalité que nous on essaierait d'apporter à un enfant, on pourrait lui apporter, bien sûr, on le ferait, mais est-ce que ça lui correspondrait? Est-ce qu'il serait capable de faire la distinction entre ce que nous on lui apporte et qui est censé, qui est juste, qui est bon, et ce qui va être bon aussi à l'école, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, mais toute, on va dire, la prédation médiatique, toute la prédation sociale qu'il y a derrière l'école, derrière le lien social qu'il va nouer avec ses camarades, et puis peut-être aussi la pression, parce que si le gamin il est habillé comme on va dire quelqu'un de simple, sans marque, sans forcément avoir de téléphone portable à un jeune âge, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des téléphones portables maintenant en étant jeunes, comment est-ce qu'il sera perçu? Est-ce que justement il risque pas d'en souffrir? Donc tout ça, en ce moment, c'est une très grande réflexion pour nous. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, après, il faudra se réveiller un jour, parce qu'on va pas faire des enfants à 50 ans. Mais voilà, quel monde on va offrir? Et puis au-delà de ça, c'est vrai que s'il y a notion d'effondrement, c'est pas mal de le préparer, parce que ça sera le futur, l'homme du futur, hein, quelque part, hein, celui qui devra vivre autrement, penser autrement. Ça, c'est le positif aussi. De se dire qu'effectivement, il y a tout ce fardeau sociétal qui risque de l'influencer, qui risque de le capter et puis l'empêcher de s'émanciper. Et puis d'un autre côté, il y a nous, il y a le socle familial, et puis toutes les valeurs qui gravitent autour, qui pourraient lui permettre de dire merde et puis de penser par lui-même aussi. Effectivement, on peut voir la chose dans le sens inverse. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond, et de nos jours on est plus facilement appelé à suivre les autres, finalement, à suivre un petit peu le moule, surtout quand on est jeune, parce que on ne veut pas avoir affaire à l'horreur qui est la réalité du monde, finalement, hein, celle que l'on voit tous les jours, et surtout quand on est hyper connecté, cette horreur, ces défis-là, on n'a pas envie d'y faire face, on a envie de trouver un chemin facile, un chemin accessible, quelque chose de simple. Et c'est peut-être un détournement de la vraie réalité du monde dans lequel nous on voudrait transmettre des choses, mais qui lui ne lui correspondrait peut-être pas. Donc voilà, je ne sais pas pour l'instant. Ça, c'est qui tout double? C'est qui tout double, mais je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est pour ça que je pose les choses. Et on essaie de voir à quel moment est-ce que ce serait possible ou pas de faire un enfant, et est-ce que c'est encore louable, et est-ce que c'est pas encore égoïste de vouloir en faire un, parce que forcément ça implique tout un tas de choses, mais ça dépend aussi de la manière dont on va l'éduquer, et si cette façon d'éduquer l'enfant sera pérenne, et dont il ne souffrira pas, puisqu'il sera rejeté par les autres. Mais s'il est rejeté et qu'il y a effondrement, de toute façon il sera déjà préparé, donc c'est un cercle vicieux, je ne sais pas. Salut, comment a réagi ton entourage, voisins, famille, amis, collègues, face à ton point de vue sur l'effondrement? On doit être voisin et je n'entends pas trop parler, voire pas du tout aussi. Comptes-tu avoir des poules? Il me semble pas avoir vu de poulailler sur ton plan de jardin, merci pour tes vidéos. Eh bien, tout comme pour ma compagne, j'ai la chance d'avoir une famille, en tout cas des parents qui sont extrêmement ouverts, on parle de tout un tas de choses tout le temps, quand on se voit. Et petit à petit, j'ai amené les choses j'ai amené le terrain hein, sur l'effondrement, parce que bon, avec le mouvement des Gilets jaunes, tout ça, on est comme une famille d'ouvriers, donc on était touchés par ce mouvement social qui est né maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et puis on a commencé à imaginer un monde de chaos, parce que quand on a vu les scènes à Paris, comme tout le monde, c'est sûr, on s'est dit waouh, ça pète, quoi. Enfin, moi, ça fait 40 ans que même mes parents me disaient qu'ils attendaient que ça pète. Moi, ça fait une trentaine d'années
un peu moins parce que quand j'étais petit je me rendais pas compte, et je me disais bah oui on entend toujours les mêmes trucs mais il se passe rien, et puis là paf, une petite étincelle qui a déclenché le feu aux poudres. Eh bien, moi j'ai trouvé ça intéressant, puis on a commencé à parler de ça, quoi. Et qu'est-ce que Paris deviendrait si il n'y avait plus de politique, s'il n'y avait plus de gens pour défendre les autorités, en tout cas les politiciens et tout ça. Comment est-ce que s'il y avait le chaos, s'il y avait une guerre civile, et comme on vit à la campagne, on s'est dit, bah, il y aurait ça. On s'est un peu fait des jeux de rôle, entre guillemets, en s'imaginant tout un tas de choses. Et puis au fur et à mesure, bah, moi j'ai commencé je vais répondre à une autre question là, d'une personne qui m'a demandé comment est-ce que je suis venu à parler de l'effondrement, puis à m'y intéresser en tout cas. Et ben en fait c'est en fouillant sur internet, j'aimais bien regarder des fois certaines vidéos, des conférences sur l'évolution de l'homme, sur les catastrophes. Alors les catastrophes au sens les catastrophes humaines, hein, c'est-à-dire que les effondrements civilisationnels, hein, pas les catastrophes naturelles, même si ça peut être lié avec ce qu'on pourrait vivre dans un futur. Et puis en fait voilà, après je suis tombé sur Thinkerview, j'ai commencé à regarder quelques vidéos, j'ai commencé par l'interview d'Aurélien Barraud, astrophysicien. Auparavant, je m'étais aussi intéressé, en parlant d'astrophysicien, à certains livres d'Hubert Reeves, que je vous conseille vivement, qui a écrit de très très bons bouquins. Et en fait, tout ça, ça m'a amené sur différents terrains. Alors, au fur et à mesure, et là c'est pas mal quand même de parler de la technologie et d'Internet, c'est qu'on a les suggestions vidéo, on a l'algorithme YouTube, et sur l'écran qui se trouve à droite, on m'a suggéré d'autres personnalités publiques, comme Vincent Mignereau, comme Jancovici, comme d'autres personnes, Laurent Testo, que j'aime beaucoup, et puis étant donné que j'aime bien lire, eh ben, j'ai commandé des bouquins, j'ai commencé à m'intéresser, voilà, Jared Diamond, à tous ces gens-là, et puis au fur et à mesure, on a échangé avec nos parents les bouquins, mon père il a acheté le livre de Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille, il doit me le prêter bientôt, et puis en fait on échange sur ces notions-là, on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait faire, à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Alors c'est sûr que on est quand même baigné dans un univers très hollywoodien, donc étant donné qu'on s'est construit avec ça, on a tendance à imaginer que le monde pourrait ressembler à Walking Dead, hein, pas avec des zombies, mais avec des groupes de survivants plus ou moins dangereux qui nous voudraient du bien ou du mal, et puis qui nous attaqueraient ou qui nous ouvriraient nos portes. On imagine tout un tas de trucs, mais c'est important, je trouve, même si c'est plus là on est plus sur de la fiction, c'est pas mal déjà d'en parler, parce qu'au moins ça permet de le conscientiser, et puis de trouver des idées, parce qu'on est quand même une génération d'écart, et mes parents sont déjà des gens d'une cinquantaine d'années, moi j'ai 30 ans, et peut-être que quand les choses deviendront casse-gueule, si elles arrivent à ce moment-là, je trouve que je le verrai même pas de mon vivant, vous non plus, et bien ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que nous, on devrait se comporter à ce moment-là, parce que là, quand tu as 30 ans, je l'ai déjà dit, mais tu peux courir, tu peux grimper aux arbres, tu peux facilement faire tout un tas de choses. Quand on a 50, 60, voire 70, tu revois un petit peu tes projets, et puis tes capacités physiques sont un petit peu amoindries, donc tu es obligé de revoir tes plans. C'est sûr que quand tu as 30 ans, tu peux te projeter plus facilement que quand tu en as 70, et puis quand tu as 70 ans, tu ne penses peut-être plus à tout ça aussi. Tu as peut-être aussi une autre vision de la réalité, notre vision du futur. Donc oui, voilà, pour répondre à la question, mes parents l'ont très bien pris. Alors après, en ce qui concerne mes collègues, j'ai quelques collègues qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Il y en a d'autres avec qui j'en ai parlé vaguement, mais j'évite de parler de ce sujet, parce que c'est très complexe, et bon, quand on est au boulot, on n'a pas forcément le temps de développer puis de parler de tout ça, donc si c'est pour en parler comme voilà, une discussion de PMU, bon, ça n'apporte rien, en fait on va tourner en rond, et puis voilà, je préfère faire les choses publiquement, et même si c'est très rare, enfin je sors pas énormément de vidéos sur YouTube, voilà, au moins avoir un temps avec des personnes que je ne connais pas à travers Internet, et d'échanger sur ça, grâce aux commentaires, plutôt, ou alors avec des collègues si je les vois à l'extérieur, mais pas sur mon lieu de travail. J'ai pu évoquer comme ça 2-3 trucs, mais c'est resté très succinct. Et en ce qui concerne le poulailler, j'ai bien parlé du poulailler dans la deuxième vidéo, je crois que c'est en route vers l'autonomie, quand j'ai fait le petit schéma, si c'est bien mentionné. Je le sais bien, parce que j'ai déjà en fait la petite cabane qui servirait de maison pour les poules, et il ne me reste plus qu'à faire un petit enclos, et puis acheter les poules, puis faire 2-3 trucs autour, à bricoler
truc, mais j'ai déjà la structure pour accueillir les poules pour qu'elles puissent être protégées du froid et des prédateurs. Penses-tu que ça a un sens de faire des actions pour faire changer la loi, alors que l'effondrement est quasiment inéluctable? Oui, je pense que ça a un sens de continuer de faire des actions, que ce soit Extinction Rebellion, que ce soit les Gilets jaunes, même s'ils ne sont plus médiatisés, ils sont même plutôt bafoués par les médias, ils sont méprisés par les politiques et craints par une partie de la population, voire mais aussi méprisés par une partie des Français, maintenant, à cause des médias certainement. Mais le problème de ces actions, si on veut faire changer les lois, c'est que, au vu de ce qui nous attend, hein, du challenge, hein, du défi qui s'offre à nous, là, par rapport aux décennies à venir, un défi qui sera peut-être impossible à relever, puisqu'on ne pourra pas maîtriser les forces. Le souci des lois, le souci de la politique, c'est qu'il s'agit d'un processus qui est extrêmement long. Ça va en plus impliquer de faire réagir plusieurs pays au même rythme. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes capacités pour réagir face à toutes ces problématiques. Et ça ne va pas impliquer seulement, on va dire, l'écologie et puis le climat, hein. Ça nécessite de voir comment est-ce que l'économie va fonctionner, s'il y a un grand krach boursier, si il se passe, s'il continue à y avoir des tensions géopolitiques et puis sociales dans les grandes villes du monde, comme on le voit à Hong Kong, comme on le voit au Venezuela, on le voit au Brésil, en France, aussi en Angleterre avec le Brexit notamment, et dans certains pays de l'Est. Les tensions géopolitiques par rapport au pétrole. Voilà, il y a tout un tas de choses, et le problème c'est que faire changer la loi d'un pays, même si en France ça prenait 2 semaines au lieu de 6 mois ou 1 an, ça ne changera pas le problème. Puisque les autres pays qui font partie de la grande communauté humaine n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes populations, et ces gens qui constituent ces nations, hein, ces citoyens, n'ont eux aussi pas les mêmes attentes, et ils sont peut-être soit avancés, soit ils vivent les choses d'une manière bien différente, et ils n'ont pas envie d'en changer. Et c'est là aussi toute la difficulté, c'est qu'on vit tous sur la même planète, mais face à un enjeu qui est civilisationnel, eh bien on peut malheureusement pas faire grand-chose, même si on avait des politiques qui étaient compétentes et rapides et efficaces. Penses-tu que ça a un sens de faire des actions pour détruire le système alors qu'il y a de grandes chances qu'il s'auto-détruise? Quelque part, oui, ça a un sens, puisque ça fait partie du processus. Quand on voit tout ce qui se passe par rapport aux différentes actions menées depuis plus d'1 an avec les mouvements sociaux en France, oui, ça a un sens, puisque les gens, ceux qui font partie de ceux qui manifestent, ou de ceux qui veulent vraiment transformer le système par la violence, c'est une façon de répondre, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire que par des actions violentes, en tout cas des actions coup de poing, pour pas forcément parler de violence ou de fouquettes qui brûlent. C'est, je pense, une des seules modalités qui leur est offerte pour en fait se faire entendre et faire passer un message qui n'est pas forcément entendu de cette oreille-là par les politiques, puisqu'eux ils la condamnent. Et pour eux, c'est facile de condamner un acte qui est criminel, alors que derrière une poubelle qui brûle ou des jets de cailloux sur des bâtiments qui prônent en fait le capitalisme et puis la surconsommation, voilà, il y a un message qui est très clair. Derrière ça, je pense que oui, ça a un sens, puisqu'il y a toujours une guerre entre celui qui a réussi et celui qui ne se sent pas à la place de celui qui a réussi. Donc derrière ça, il y a des gens qui vont condamner les personnes parce qu'elles ont de l'argent, elles ont du pouvoir, parce qu'elles voudraient aussi avoir de l'argent et du pouvoir, et il y en a d'autres qui vont mener des actions parce qu'ils veulent ni l'argent ni le pouvoir, mais ils veulent abattre ceux qui ont l'argent et le pouvoir pour repartir sur une page vierge. Parce que ces gens-là, tous, autant qu'ils sont, dans tous les pays, mais là on est en France, ils les tiennent pour responsables de ce qui se passe. Donc c'est pas forcément Emmanuel Macron ou son prédécesseur François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ils sont responsables, mais c'est la continuité en fait d'une politique et d'un monde oligarchique qui fait que les gens en ont eu marre,
Et ça arrive à Macron, ça aurait pu arriver à Mélenchon ou à Le Pen ou à je ne sais qui s'il était arrivé au pouvoir, ça n'aurait strictement rien changé. Même si on allait destituer, si on allait chercher Macron comme il l'a dit dans une de ses vidéos, et qu'on mettait sa tête à la lanterne, comme à une certaine époque, ça changerait rien, puisque même si on le remplaçait par quelqu'un d'autre, on est dans un espèce de rouage, on est dans une machine qui avance d'elle-même, mais on ne peut pas empêcher les actions de se faire, puisqu'elles font partie de l'histoire, elles ont toujours existé, et que les intérêts de ceux qui sont dans la rue sont des intérêts communs, mais tout le monde ne défend pas la même position sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont là pour transformer les choses, mais à des fins différentes. Il y en a qui voudraient avoir de l'argent, c'est normal parce qu'ils crèvent la dalle, et avoir accès aussi à un minimum de reconnaissance, donc le pouvoir un petit peu en quelque sorte, et il y a ceux qui veulent absolument tout détruire, puisque ils recherchent simplement à reconstruire, donc détruire pour reconstruire, repartir sur une page vierge, en considérant que ceux qui sont au pouvoir les empêchent de recréer un monde qui serait plus juste pour tout le monde. On est obligé de passer par une étape de violence d'après ces gens-là. Alors, dernière question, as-tu déjà remarqué que la typologie des gens qui se préparent est monochrome ? Ah bah c'est vrai que souvent, quand on regarde le profil des personnes qui sont présentes dans le public de conférences, de stages en permaculture, de vidéastes YouTube, on va toujours avoir un peu le même type de profil, alors que ce soit pour ceux qui sont considérés comme des bisounours, donc qui ne sont pas pro-survivalisme, ou de ceux qui sont pro-survivalisme, mais qui s'intéressent pas trop à tout ce qui est permaculture et au côté un peu, je caricature, mais hippie de la transition, tu vois. On a effectivement deux types de profils. Hein, on va avoir les personnes qui vont être un peu plus pro-militaria et puis qui sont prêtes à affronter vents et marées. Et puis ceux qui vont être avec les cheveux longs et la guitare sèche, hein, je caricature, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Et c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que on se rapproche d'un tel modèle. Alors est-ce que c'est la nostalgie du monde hippie des années 70, avec les mecs avec les dreads et qui roulent avec des camtars et qui n'ont rien à cirer et qui veulent absolument transformer le système de cette manière-là, pour reprendre un terme d'un mec que j'avais rencontré sur une brocante, qui faisait partie d'une communauté, il me disait « Ouais, mais nous, on n'est plus des hippies, c'est fini, ils ont eu leur temps, ils se sont plantés. » Et il a dit « Nous, on est des pirates maintenant. » Puis d'un autre côté, on va avoir les gens qui vont plutôt être voilà, assez durs, qui vont être intransigeants envers eux-mêmes, envers les autres, parce que ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, ce qui est tout à fait légitime aussi, mais qui préfèrent se préparer de façon plus martiale et ne pas être une passoire face à ce qui risque d'arriver, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ne pas prendre de balles, et puis en même temps savoir filtrer les événements, savoir filtrer les gens, savoir filtrer les infos, pour mieux passer à travers, et puis mieux vivre par la suite. Donc oui, il y a vraiment deux catégories de personnes, et après je dirais que il y a quand même une autre catégorie qui se distingue de cela, c'est ceux qui sont peut-être plus urbains, peut-être plus bobos, pour répondre à une question qui m'a aussi été posée, mais qui s'intéressent de près ou de loin à ce phénomène de transition civilisationnelle, c'est-à-dire de savoir à quoi va ressembler le monde de demain. Alors ces gens-là, ils ont peut-être une vision ils voient les choses peut-être avec plus de recul, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ça, la collapsologie, la critique peut-être aussi, hein. Pas forcément que des gens qui approuvent hein, le monde, enfin en tout cas la notion d'effondrement et le concept, et puis qui s'intéressent à ça, tu vois, pour comprendre dans quel monde on va vivre demain, parce que c'est une réalité, parce qu'on voit de plus en plus de choses à la télé, mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont s'investir, qui vont faire partie de ceux qui sont devenus pirates, ou ceux qui se sont armés, qui se sont militarisés, qui sont prêts à affronter ceux qui viendront attaquer leur récolte, et puis leur maison et leur famille. Eux, ils ont une vision un peu plus neutre, mais ils s'y intéressent quand même de loin. Puis bon, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu ces profils-là, le profil urbain de celui qui découvre la collapsologie, on en a parlé 2-3 fois
dans les journaux, 2-3 fois la radio, la télé. Ah, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a 2-3 bouquins qui sont sortis. Ah bah tiens, ça a l'air pas mal. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a un regard comme ça un peu... ouais, c'est... J'ai l'impression que ces gens-là, hein, cette troisième catégorie de personnes, va regarder ça un peu comme une fiction, comme quelque chose qui va arriver, mais on sait pas trop finalement de quoi ça parle, quoi. On sait pas trop comment on est, mais on vit en ville, donc on craint rien, parce on a tous les services. Donc j'ai un peu cette impression-là. Ou alors il y a la crainte aussi, hein. C'est des personnes qui peuvent être totalement déboussolées par ce qu'elles ont lu, ce qu'elles croient comprendre et ce qu'elles n'espèrent pas qu'il arrive dans quelques années. Et puis elles plaquent tout. On se retrouve aussi avec des gens qui ont une très très bonne situation professionnelle et sociale et qui achètent une ferme au fin fond de la Corrèze avec des vaches et puis des chèvres, et ils vivent un petit peu en ermite. Donc voilà. Puis après il y a ceux qui ne s'y intéressent pas, qui s'en foutent ou qui trollent, ou voilà, on est dans un monde globalisé où on se retrouve avec tout un tas de gens différents, c'est normal, on est humain. Donc ouais, je trouve ça marrant. C'est vrai qu'on a souvent un profil type de personnalité, de gens qui vont s'intéresser à ce domaine-là. Donc écoutez, bah voilà, j'ai pas répondu à toutes les questions comme je vous l'ai dit, ça fait déjà au moins une demi-heure, voire plus, je sais pas exactement. J'avais beaucoup de questions, j'ai essayé d'être le plus précis, de répondre au mieux aux questions auxquelles j'ai répondu. Après, si vous voulez que je recommence dans quelques semaines, il n'y a pas de problème, hein. Si vous avez d'autres questions, on peut continuer, ou sur un sujet, parce que j'ai différents bouquins là, qui ne sont pas forcément liés à la collapsologie, mais qui pourraient, avec lesquels on pourrait faire un lien, parce que je m'intéresse beaucoup, moi, aux sciences sociales, et notamment à tout ce qui est ethnologie, anthropologie, et c'est vrai que comprendre certaines choses dans un monde qui est maintenant globalisé par rapport à l'aspect du lien social que nous créons entre nous, les êtres humains, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait repenser, refaçonner le monde de demain, puisqu'il faut, s'il y a effondrement, recréer un imaginaire, et en tout cas essayer de le façonner de A à Z, et éviter de se laisser influencer par, on va dire, la société du spectacle, la société hollywoodienne, hein, qui nous a construit depuis toujours. Et ben, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à très bientôt, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao, c'était Dame.